Mon fils a téléphoné un mardi matin. « Maman, je me marie demain. J'ai retiré tout l'argent de tes comptes bancaires et j'ai vendu la maison. Tu as 30 jours pour déménager. Salut. » J'ai raccroché et je me suis mise à rire. Un rire profond, incontrôlable. Mon pauvre Julien. Il ne savait pas que la maison qu'il venait de vendre était en réalité mon bien locatif, pas ma résidence principale. Il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Je m'appelle Françoise Mercier. J'ai 62 ans et je vis à Annecy, dans une jolie maison avec vue sur le lac. Mon mari Robert est décédé quand Julien avait 12 ans. J'ai élevé mon fils seul, travaillant comme assistante dans un cabinet d'avocat pendant 20 ans avant de prendre un poste à temps partiel à la médiathèque municipale. J'ai tout sacrifié pour lui offrir une bonne éducation, des vacances, une vie confortable. Pendant 37 ans, j'ai construit ma vie brique par brique, avec prudence et détermination. Les premiers signes auraient dû m'alerter 3 mois plus tôt. Julien m'avait appelé avec cette voix douce qu'il utilise quand il veut quelque chose. « Maman, je voudrais t'aider à mettre en place des prélèvements automatiques pour tes factures. Tu vieillis et je ne veux pas que tu oublies de payer quelque chose d'important. » J'avais hésité, mais c'était mon fils, mon unique enfant. Je lui avais donné mes identifiants bancaires sans trop réfléchir. 6 semaines plus tard, Julien était venu me rendre visite avec sa fiancée, Élodie. Elle avait 26 ans, belle d'une manière froide et calculatrice qui me mettait mal à l'aise. Il s'était installé dans mon salon et les yeux d'Élodie avaient parcouru chaque recoin de la pièce. Les meubles anciens, les tableaux, l'horloge comptoise héritée de ma belle-mère. Cette maison doit valoir une fortune maintenant, Françoise. L'immobilier dans cette région a vraiment pris de la valeur. Elle ne m'avait même pas appelée madame ou belle-maman. J'avais répondu simplement que c'était ma maison et que je n'avais aucune intention de la vendre. Julien avait ri en serrant la main d'Élodie. « Bien sûr que non, maman. Élodie fait juste la conversation. » Mais quelque chose dans son regard m'avait glacé le sang. Puis étaient devenues les étranges notifications bancaires. Je vérifie mes comptes en ligne chaque dimanche matin avec mon café. Ce dimanche-là, fin octobre, mon cœur s'est arrêté. Mon livret d'épargne, celui où j'avais accumulé 115 000 € au fil des décennies, grâce à l'assurance vie de Robert, grâce à des années sans vacances ni vêtements neufs, affichait un solde de 1100 €. Mon compte courant était vide, à l'exception de 48 €. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé la banque. La conseillère a consulté mon historique de transactions. « Madame Mercier, il semblerait que ces retraits aient été autorisés via votre espace bancaire en ligne. Les virements ont été effectués vers un compte appartenant à Julien Mercier. C'est bien votre fils ?» Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement raccroché. Je suis restée assise dans ma cuisine pendant 3 heures, le regard fixé sur le mur. Comment avait-il pu? Pourquoi? Je lui avais tout donné. J'avais sacrifié ma jeunesse, mes opportunités, mes relations amoureuses après la mort de Robert. Et voilà comment il me remerciait. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. Julien. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est là qu'il m'a annoncé la nouvelle du mariage, du vol, de la vente de la maison. Sa voix était joyeuse, excitée même. Quand j'ai mentionné mes comptes bancaires, il a ri. Il a vraiment ri. « Ne t'inquiète pas, maman, tu t'en sortiras avec ta retraite. Et puis j'avais une procuration de ta part, tu te souviens? Les papiers que tu as signés l'année dernière. Le monde a basculé. Mais lentement, quelque chose d'autre est monté en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid qui a fait naître un sourire sur mes lèvres. Julien n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. La maison qu'il avait vendue pour 310 000 € n'était pas celle où je vivais. C'était le bien locatif que j'avais acheté il y a 15 ans, celui que j'avais délibérément mis à mon nom personnel pour des raisons fiscales. Ma vraie maison, celle où je me trouvais, d'une valeur de 550 000 €, était protégée dans une SCI familiale créée par mon beau-père. Julien ignorait même son existence. Mon fils cupide et imprudent venait de déclencher une catastrophe dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La ligne avait coupé après ces derniers mots. Salut.
comme s'il venait de me demander une recette de cuisine, et non de m'annoncer qu'il m'avait volée et mise à la rue. Je suis restée immobile, le téléphone à la main, sentant le poids de la trahison m'écraser la poitrine. Puis, lentement, mon esprit d'ancienne assistante juridique a repris le dessus. J'ai commencé à analyser la situation avec méthode. La maison que Julien avait vendue était mon bien locatif de la rue des Alpes. Les Legrand y habitaient depuis 2 ans, et leur bail de 3 ans courait encore pendant 12 mois. Julien allait se retrouver face à des acheteurs furieux qui découvriraient des locataires légitimes refusant de partir. Il risquait des poursuites pour escroquerie. Quant à la procuration qu'il mentionnait, je n'avais jamais signé un tel document. Jamais. Puis un souvenir m'est revenu. L'année dernière, j'avais été hospitalisée 4 jours pour une pneumonie sévère. Ma fièvre avait atteint 40 degrés. Je me souvenais à peine de cette période. La confusion, les médicaments, l'épuisement. Julien était venu me voir à l'hôpital. Avait-il profité de mon état pour me faire signer des papiers que je ne comprenais pas? Mon sang s'est glacé à cette pensée. J'ai ouvert mon classeur étiqueté bien locatif rue des Alpes. À l'intérieur se trouvaient les copies du bail des Legrand, la preuve de leur dépôt de garantie et mon propre titre de propriété. J'ai ensuite vérifié mon dossier immobilier principal. Ma maison, celle où je vis, est détenue par la SCI Mercier Patrimoine, créée par mon beau-père il y a 25 ans, du vivant de Robert. Après la mort de mon mari, mon beau-père m'a nommée gérante et bénéficiaire pour protéger mon avenir et celui de Julien. Le bien n'est pas à mon nom personnel. Julien a grandi dans cette maison, mais visiblement, il n'a jamais compris sa structure juridique. Quand j'ai acheté le bien locatif des années plus tard, je l'ai mis à mon nom pour simplifier la fiscalité. Julien a dû croire que ce petit appartement était mon seul patrimoine. Je me suis préparé un café et j'ai dressé la liste de ce que je devais faire. Premièrement, signaler le vol à la police. Deuxièmement, contacter le service fraude de ma banque. Troisièmement, engager un avocat. Quatrièmement, prévenir les Legrand pour les protéger. Cinquièmement, rassembler toutes les preuves de la fraude immobilière. Mais en écrivant, ma main s'est arrêtée. Voulais-je vraiment envoyer mon propre fils en prison? Cette pensée me rendait malade. Malgré tout, il restait le petit garçon que j'avais bercé, l'adolescent que j'avais aidé avec ses devoirs, le jeune homme dont j'étais si fière le jour de son diplôme. Puis, je me suis souvenu de sa voix au téléphone. Joyeuse, désinvolte. Tu t'en sortiras avec ta retraite. Comme s'il n'avait rien fait de mal. Comme si voler les économies de sa mère et vendre sa supposée maison n'était qu'un détail sans importance. Quel genre d'homme avais-je élevé? J'ai pensé à Élodie avec ses yeux calculateurs et ses remarques sur la valeur de l'immobilier. L'avait-elle poussé à faire cela? Ou Julien avait-il toujours été capable d'une telle cruauté et j'avais simplement refusé de le voir? Mon téléphone a vibré. Un message de ma voisine Monique. « Françoise, j'ai vu un panneau à vendre devant ton appartement de la rue des Alpes hier, puis il a disparu ce matin. Tout va bien ?» J'ai répondu que c'était une longue histoire et que je voulais la voir pour un café le lendemain. Monique avait été assistante juridique pendant 30 ans. J'allais avoir besoin d'alliés pour ce qui m'attendait. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Julien quand il réaliserait ce qu'il avait fait. Ressentirait-il des remords? S'excuserait-il? Ou me reprocherait-il d'une manière ou d'une autre de l'avoir piégé? Au matin, j'avais mon plan. Je n'irais pas immédiatement à la police. Je rassemblerais d'abord chaque preuve, documenterais chaque délit, construirais un dossier irréfutable. Ensuite, je confronterais Julien avec un choix. Restituer volontairement tout ce qu'il avait pris ou faire face à des poursuites pénales. Je lui donnerais une chance de faire ce qui est juste, une seule chance de prouver qu'il était encore mon fils et non l'étranger qui avait ri en dépouillant sa mère. J'ai appelé la banque dès 9 heures. Je dois signaler une fraude et un vol sur mes comptes. J'ai besoin d'un relevé complet de toutes les transactions des 6 derniers mois. La conseillère m'a confirmé qu'une enquête serait ouverte immédiatement. Ensuite, j'ai contacté maître Laurent Duval, un avocat que je connaissais depuis mon club de lecture. « Laurent, j'ai besoin de ton aide. Mon fils a volé mes économies et vendu frauduleusement un bien que je possède. J'ai besoin d'une représentation juridique et je veux que cela reste confidentiel jusqu'à ce que je sois prête à agir. »
Il y a eu un silence. Françoise, c'est grave. De quelle somme parle-t-on? 115 000 € en vol direct, environ 310 000 € pour la vente frauduleuse du bien. Mon Dieu. Oui, je vais t'aider. Viens à mon cabinet cet après-midi. Le bureau de Laurent se trouvait dans un immeuble ancien du centre-ville. Il a lu mes documents avec une incrédulité croissante, prenant des notes sur son bloc. « Françoise, c'est pire que je ne pensais. Ton fils a falsifié des documents pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas seulement une fraude civile. C'est pénal. Il risque jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie et faux et usage de faux. Je sais, ai-je répondu calmement. Mais je veux comprendre toutes mes options avant de décider comment procéder. Nous avons passé 2 heures à préparer le dossier. En quittant le cabinet, j'avais déposé des réclamations pour fraude auprès de ma banque et de l'étude notariale qui avait géré la vente. Le lendemain, j'ai reçu un courriel de l'étude notariale. Madame Mercier, notre enquête a révélé de graves irrégularités concernant la vente du bien situé rue des Alpes. La procuration présentée par monsieur Julien Mercier semble contenir votre signature, mais le notaire dont le sceau apparaît sur le document se trouvait en Bretagne le jour de la prétendue signature, alors que vous étiez hospitalisé en Haute-Savoie. Nous traitons cela comme une falsification potentielle et une fraude. Nous avons gelé tous les fonds de la vente en attendant les résultats de l'enquête. Les acheteurs ont été informés et envisagent des poursuites contre monsieur Mercier. J'ai transféré le courriel à Laurent avec une seule ligne. Il a tout falsifié. Mon téléphone a sonné. Julien. Maman, pourquoi la banque m'appelle pour une enquête de fraude? Qu'est-ce qui se passe? J'ai gardé ma voix calme. La banque a signalé les retraits de mon compte comme suspect. C'est la procédure standard pour les grosses sommes transférées. Mais je suis ton fils. Dis-leur que tout va bien. Est-ce que tout va bien, Julien? Tu as pris 115 000 € sans ma permission. Sa voix a changé, devenant plus dure. Je n'ai pas volé. J'ai emprunté. Élodie et moi allons te rembourser une fois qu'on sera installé. Et la vente de la maison était parfaitement légale. J'avais une procuration. Julien, je n'ai jamais signé de procuration. Silence. Puis, si, tu l'as fait. L'année dernière, tu te souviens quand tu étais malade de la pneumonie? Je t'ai apporté les papiers à l'hôpital. J'ai besoin de voir ces papiers, ai-je dit. Maman, arrête de faire des difficultés. Tout est légal. Appelle la banque et dis-leur d'abandonner l'enquête. Sa voix s'est faite suppliante. S'il te plaît, le mariage est demain. Je ne veux pas de ce stress. Tu aurais dû y penser avant de voler ta mère. J'ai raccroché. Ce soir-là, Monique est venue avec une bouteille et son soutien. Je lui ai tout raconté. Quel salaud, a-t-elle dit. Françoise, tu sais que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Témoignages, recherches, n'importe quoi. Nous avons appelé les Legrand ensemble pour les prévenir de la situation. Ils étaient abasourdis, mais reconnaissants. Quelques jours plus tard, Julien m'a envoyé un message. « Maman, on peut se parler? Tu peux venir au mariage demain, s'il te plaît? Je veux que tu sois là. » J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu. J'y serai. Le mariage était exactement ce à quoi je m'attendais. Luxueux, ostentatoire et totalement dépourvu de chaleur authentique. Le domaine du lac d'Annecy scintillait de roses blanches et de lustres en cristal. J'ai porté ma plus belle robe gris anthracite, élégante et sobre, et je suis arrivée en avance. Élodie était éblouissante dans une robe de créateur qui devait coûter 9 000 €. Mais 9 000 €. Julien se tenait à ses côtés dans son costume, rayonnant comme s'il n'avait pas le moindre souci au monde. Quand il m'a vue, il s'est précipité vers moi. « Maman, tu es venue !» Il m'a serré fort dans ses bras. « Je suis tellement content que tu sois là. Je sais que les choses ont été bizarres, mais c'est un nouveau départ pour nous tous. » Je me suis reculée en étudiant son visage. Croyait-il vraiment cela? Pensait-il que me voler n'était que bizarre et non criminel? « Félicitations, Julien, ai-je dit d'une voix égale. Tu as l'air très heureux. Élodie nous a rejoints avec son sourire acéré. Françoise, comme c'est gentil d'être venue. Julien craignait que tu sois contrariée à cause de, enfin, tu sais, l'argent et la maison. Mais c'est pour le mieux, vraiment. Tu n'as plus besoin de cette grande maison maintenant, et Julien et moi pouvons construire notre avenir. Comme c'est attentionné, ai-je répondu d'un ton plaisant,
mais le regard froid. La cérémonie a été brève. J'étais assise au premier rang, regardant mon fils promettre d'aimer et de chérir cette femme qui l'avait aidé à trahir sa propre mère. Pendant la réception, j'ai fait la conversation poliment, bu du champagne sans en sentir le goût et pris des photos que je ne voudrais jamais revoir. Puis, au moment où ils coupèrent le gâteau, mon téléphone a vibré. Un message de Laurent. Enquête policière ouverte. Dossier en cours de préparation. On avance. J'ai regardé Julien rire avec ses amis, complètement inconscient. Pas encore, ai-je pensé. Laisse-le profiter de ce moment. Ce sera son dernier moment de bonheur avant longtemps. La confrontation est venue 5 jours plus tard. J'ai appris par Monique que Julien et Élodie avaient annulé leur voyage de noces en Grèce. Les fonds de la vente immobilière étant gelés, ils n'avaient plus les moyens de partir. Ils sont apparus à ma porte un matin, sans prévenir. Julien avait l'air épuisé, les traits tirés. L'expression d'Élodie oscillait entre panique et colère froide. « Maman, il faut qu'on parle !» Sa voix n'était plus menaçante comme au téléphone. Elle tremblait. L'étude notariale a gelé tout l'argent. Les acheteurs de l'appartement nous menacent d'un procès. La banque a bloqué mes comptes. Qu'est-ce qui se passe? Je les ai laissés entrer, curieuse de voir quelle stratégie ils avaient préparée. Nous nous sommes assis dans mon salon. J'ai gardé le silence, les laissant parler. Élodie a pris la parole, sa voix plus douce que d'habitude. « Françoise, je crois qu'il y a eu un malentendu. Julien pensait sincèrement que vous aviez donné votre accord pour tout ça. Il voulait juste vous aider à gérer vos affaires. » « Un malentendu ?» ai-je répété calmement. « Mon fils retire 115 000 € de mes comptes sans me prévenir, vend un bien que je possède à des acheteurs qui découvrent maintenant des locataires avec un bail valide, et c'est un malentendu ?» Le visage de Julien s'est crispé. « Maman, je t'en supplie. Si cette affaire va au pénal, je perds tout. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Tu es ma mère, tu ne peux pas me faire ça. » Je l'ai regardé longuement. « Ce n'est pas moi qui t'ai fait quoi que ce soit, Julien. C'est toi qui as fait des choix qui ont des conséquences. » Élodie s'est levée brusquement, son masque de douceur se fissurant. « Vous êtes en train de détruire votre propre fils par pure méchanceté. Tout cet argent, vous n'en avez même pas besoin. Vous vivez seul dans cette grande maison. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Je me suis levée à mon tour et j'ai ouvert la porte d'entrée. Cette conversation est terminée. Vous connaissez le chemin. Julien s'est approché, les yeux brillants. « Maman, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Je rembourserai tout. Donne-moi juste une chance. » « Une chance ? Tu en as eu une quand tu as décidé de me voler. Tu as fait ton choix ce jour-là. Ils sont partis sans un mot de plus. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis restée adossée contre elle un long moment, le cœur lourd. Ce soir-là, Monique est venue avec son mari Bernard et d'autres amis de notre club de lecture. Leur présence m'a réchauffé le cœur. « Tu fais ce qu'il faut, Françoise, » m'a dit Bernard. « Ce que Julien a fait est criminel. Si tu le laisses s'en tirer, tu lui dis qu'il peut trahir n'importe qui sans conséquence. » J'ai appelé Laurent le lendemain matin. On continue, pas de compromis. 2 semaines après notre dernière rencontre, Julien a fait une dernière tentative. Il est venu seul cette fois un dimanche matin, portant des pivoines. Mes fleurs préférées. Il savait exactement comment toucher mon cœur. « Maman, je t'en supplie, écoute-moi. » Sa voix était celle du petit garçon qu'il avait été, vulnérable et perdu. J'ai tout gâché, je le sais. Élodie m'a mis des idées dans la tête et j'ai été faible. Mais tu es ma mère. Tu m'as élevée seule. Tu as tout sacrifié pour moi. Et moi, je t'ai trahi. Il avait les larmes aux yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Mais laisse-moi au moins une chance de réparer. On va prendre un crédit. On te remboursera tout, avec les intérêts. Élodie est d'accord. Elle regrette aussi. On veut avoir des enfants un jour, maman. Te donner des petits-enfants. Mais comment je peux fonder une famille si je suis en prison? Des petits-enfants. Le mot m'a frappé comme un coup au cœur. J'avais tant rêvé d'être grand-mère. Julien le savait. Il utilisait ce rêve comme une arme. Je l'ai regardé longuement,
cherchant dans ses yeux une trace du fils que j'avais aimé. Julien, si tu étais vraiment désolé, tu aurais commencé par me rendre l'argent avant de me supplier. Tu aurais contacté les acheteurs pour arranger les choses. Tu aurais assumé tes actes au lieu de me demander de les effacer. Son expression a changé imperceptiblement. Une lueur de calcul derrière les larmes. Mais je ne peux pas faire tout ça si tu maintiens la plainte. Donne-moi d'abord une chance, et ensuite je pourrai réparer. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. La réponse est non, Julien. Les fleurs sont jolies, mais elles ne changent rien. Il est parti sans insister, les épaules voûtées. J'ai jeté les pivoines à la poubelle. Elles sentaient la manipulation. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard, devant le tribunal correctionnel d'Annecy. Entre-temps, Julien avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de me contacter. J'ai porté un tailleur gris, simple. La procureure, Sylvie Moreau, avait construit un dossier accablant. Relevé bancaire montrant les transferts non autorisés, témoignage de l'étude notariale sur la procuration falsifiée, analyse d'experts prouvant que ma signature sur les documents était tremblante et incertaine, caractéristique d'une personne signant sous l'effet de la fièvre ou de médicaments. La défense de Julien, assurée par un avocat nommé Philippe Renard, a tenté de me présenter comme une femme confuse et rancunière. Mais je suis restée calme sous le contre-interrogatoire, répondant à chaque question avec précision. « Madame Mercier, avez-vous donné à votre fils la permission de retirer 115 000 € de votre compte épargne ?»« Non, jamais. » « Avez-vous signé des documents de procuration en connaissance de cause ?»« Non. » J'étais hospitalisée avec une pneumonie sévère. Ma fièvre atteignait 40 degrés. Julien m'a fait signer des papiers en me disant que c'étaient des formulaires pour l'assurance maladie. Je n'étais pas en état de comprendre ce que je signais. Puis Julien a témoigné. Son avocat l'a guidé à travers sa version des faits avec soin. Mais quand la procureure Moreau l'a interrogé, tout s'est effondré. « Monsieur Mercier, vous prétendez que votre mère vous a donné son accord. Avez-vous une trace écrite de cet accord? Un courriel, un message? » « Non, c'était verbal. Et la procuration, vous dites qu'elle l'a signé volontairement à l'hôpital. Mais le notaire dont le sceau figure sur le document se trouvait en Bretagne ce jour-là. Comment expliquez-vous cela? » Julien a blêmi. Je ne sais pas. Il doit y avoir une erreur dans les registres. Une erreur? Ou bien avez-vous fait authentifier ce document après coup avec un faux sceau? Non, ce n'est pas... Et les locataires du bien que vous avez vendu, les avez-vous mentionnés aux acheteurs? Je pensais que l'agent immobilier devait... Vous vous présentiez comme le propriétaire légitime avec pleine autorité de vendre. N'était-ce pas votre responsabilité de divulguer l'existence d'un bail en cours? Julien s'est contredit plusieurs fois, sa version des faits s'effritant sous les questions précises de la procureure. Dans la salle, j'ai vu Élodie devenir livide. Le verdict est tombé en fin de journée. Pour le chef d'accusation de vol aggravé, le tribunal déclare le prévenu coupable. Pour le chef d'accusation d'escroquerie, coupable. Pour le chef d'accusation de faux et usage de faux, coupable. Le visage de Julien s'est décomposé. Il m'a regardé une dernière fois avant d'être emmené. Je n'ai pas détourné les yeux. L'audience de condamnation a eu lieu 2 semaines après le verdict. La présidente du tribunal, Isabelle Fournier, a écouté les déclarations de chaque partie. Les Legrand ont décrit le stress et la peur de presque perdre leur logement. Les acheteurs du bien ont décrit les mois d'incertitude et les frais d'avocat qu'ils avaient dû engager. J'ai décrit la trahison, la violation de confiance, la dévastation de découvrir que mon propre fils m'avait volé pendant que j'étais malade. Puis Julien s'est levé pour présenter ses excuses. Sa voix tremblait. « Madame la Présidente, je sais que je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. J'ai trahi ma mère, la femme qui a tout sacrifié pour moi. J'ai laissé l'appât du gain détruire notre relation. Je comprends que je dois être puni. Je demande seulement la clémence, une chance de reconstruire ma vie un jour et de faire amende honorable. » La présidente Fournier l'a regardé longuement. « Monsieur Mercier, vous n'avez pas commis une erreur de jugement. Vous avez fait une série de choix calculés. Vous avez profité de la maladie de votre mère pour lui faire signer des documents qu'elle ne comprenait pas. Vous avez falsifié une authentification notariale. Vous avez vendu un bien occupé par des locataires sans en informer les acheteurs. Ce ne sont pas des crimes de passion
ou de désespoir. Ce sont des crimes de cupidité et de préméditation. Elle a marqué une pause. Vous n'avez montré aucun remords sincère jusqu'à ce que vous soyez pris. Vous ne méritez pas la clémence que vous demandez. Elle l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Pour la restitution, le tribunal a ordonné le remboursement intégral des sommes volées, soit 115 000 €, auxquels s'ajoutaient les frais de justice et les dommages et intérêts pour préjudice moral, portant le total à 140 000 €. Les 310 000 € de la vente frauduleuse, qui avaient été gelés par l'étude notariale, seraient restitués aux acheteurs lésés après annulation de la vente. Le visage de Julien s'est effondré. Élodie, assise au fond de la salle, est restée figée, le teint livide. Quand les gendarmes ont emmené Julien menotté, il m'a regardé une dernière fois. J'ai soutenu son regard sans rien dire. Il n'y avait plus rien à dire. Les semaines suivantes, les conséquences se sont enchaînées. Julien a perdu son emploi dans la finance. Aucune entreprise n'engagerait un homme condamné pour escroquerie. L'appartement qu'ils avaient acheté avec mon argent a été saisi et vendu pour rembourser une partie de la dette. Élodie a demandé le divorce 6 mois après la condamnation, prétendant qu'elle aussi avait été manipulée par Julien. Elle est retournée vivre chez ses parents et travaille maintenant dans un magasin pour payer sa part de la restitution, car en tant qu'épouse au moment des faits, elle avait été déclarée civilement responsable. Personne ne voulait fréquenter la femme qui avait aidé à dépouiller une mère âgée. 1 an après le procès, ma vie avait pris un tournant inattendu. J'ai créé une association pour aider les personnes âgées victimes d'abus financiers de la part de leurs proches. Monique m'a rejointe et nous organisons des ateliers dans les maisons de quartier et les centres sociaux d'Annecy. Chaque personne que nous aidons me rappelle pourquoi j'ai fait ce choix difficile. Ma douleur avait trouvé un sens. J'ai voyagé au Portugal et en Italie, renoué avec des amis perdus de vue depuis des années. Pour mon 63e anniversaire, Monique a organisé une fête surprise dans mon jardin. En regardant tous ces visages chaleureux autour de moi, j'ai compris que Julien avait eu tort. Je n'étais pas seule. J'avais une communauté, un but et une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis longtemps. En repensant à tout cela, je comprends ce qui s'est passé. J'avais aimé Julien si complètement que j'avais oublié de lui apprendre à m'aimer en retour. J'avais donné sans limite, sacrifié sans poser de conditions, et ce faisant, j'avais élevé quelqu'un qui croyait avoir le droit de tout prendre. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que l'amour sans respect ne vaut rien. La famille sans intégrité ne signifie rien. Et parfois, le choix le plus douloureux est aussi le bon. Mon fils est en prison parce qu'il a commis des crimes. Pas parce que je suis vindicative, mais parce qu'il a choisi l'argent plutôt que l'amour. Je n'ai pas détruit sa vie. Il l'a fait lui-même. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. To the event. All right, so I'm going to go ahead and chill here for a second or two just to see. I just realized a folly, guys. Okay, so I closed this door, right? Which I'm allowed to do, but now I'm stuck in this room. Now I'm stuck inside of this room, and that was my own fault. I should have left it open. I thought it would be safer. And sure, it's safer, but now I'm stuck here forever. I mean, the ghost could open the door. It could open the door. It's possible. 30 minutes, I heard? Oh, that's even better. That's so much better. Oh, it's not only creators, it's people who signed up for it? Oh, okay, then we may or may not have the option of getting it here too. I don't know if I'll be doing a stream on Thursday, I will grant, but we'll see. We'll see how things go. In the meantime, though, we're going to go ahead and chill here for a few seconds. Hopefully, Pro hears my plight and comes downstairs to rescue me, because frankly, I can't say anything, and I'm just feeling like like a mute dog that really needs to go use the bathroom. You know what? I have no other option but to run in circles, because what else am I going to do? I mean, what else am I going to do? I can't open the door. I just have to hope that this ghost decides to event on me. Or, you know what I could do? Actually, wait, there's a very important thing that I could do here. I could draw the Rev 2. No, actually, that's a terrible idea. You know why? Here's why. On occasion, not all the time, but sometimes, the ghosts won't actually open the door. They will just wander right through the door,
not open it, and then I would just have a rev in here with me with no way of escaping. And you know what? Maybe that's not the best. The Nightmare Network folks are 100%. Yes, yeah, there will be a lot of the Nightmare Network folks who will. I'm dead. Did you intentionally die? That's all I need to know, Pro. Did you intentionally die? I'm sorry that you passed. I hope it was intentional. Don't die for my sake, okay? Don't do that. Don't do that. But on the note of you being dead, I guess I will use this last photo op to get a photo of your corpse and get the heck out of here. Because now that Pro is dead, as he said, my challenge where I can't open any doors is officially over. So, yes, you did not intentionally die. That's what I'm getting from this. I walked up the stairs to come release you from jail. Yeah. And because I was coming to save you, you perished. I am so sorry. I'm so sorry that you trying to help me and risking your life got you killed. You know what? I know there's a lot of people who probably relate to that, unfortunately, as an experience. Hi, Ghost. But hopefully, where did you die? Did you die at the staircase? Where? Where did you die? Hold up. Genuinely, where did you die? On the stairs, going down, downstairs. Oh, I see. Alright, well, so sorry that you perished there. I'm gonna go ahead and leave here. So, I am finally free, it's true, so we can start talking in the next round. So we do have, unfortunately, no perfect game, and the reason for that is because we did not manage to find the bone, and that is needed for a perfect game. However, we did find the correct ghost, also Mihi and or any other mods who are available. You can go ahead and count cat fur on the face, because oh my gosh, the cats be shedding. Alright, so we have all of our optional objectives completed, that's great. We have 10 minutes remaining on my very large hat, so I'm going to go ahead and give that a couple seconds, and a 3 and a 2 and a 1. There's our rev. Oh, it's so nice to talk again. You know, it feels like it's been forever. Alright, I'm going to go ahead and start us off on Ridgeview next. That's going to be the next one for me. And then on everything else, you know, I'm going to go ahead and fix this. Alright, so instead of Pro funding all this stuff here. Starting the hunt. You didn't hear the ghost starting the hunt? I'm sorry. That is rough. No, I'm going to go ahead and... heard it when it got close to me. Oh, ooh. I'm going to upgrade the sanity medication, and I'm going to start adding that back in. Alright, so let's go ahead and add all 4. Now that we have sanity medication, we're good. Sound sensors, I almost never use, but you know what? We could add those back in at some point. Headgear, I might as well grab the rest of those. And as for everything else, you know what? DOS projector, we can go ahead and add that too. Alright, so disable and re-enable, there we are. And that is officially all the supplies added in. Pro with another challenge wheel, alright? You can go ahead and spin that whenever you're ready. Pro, in the meantime, we will go ahead and chill here for a second, and I'm gonna go ahead and take down 2 things. Number 1, first crown. How are we doing on that? You can't hear it if it starts in the basement weirdly. Yeah, there's a few glitches like that between floors. I don't know if that's part of a new update or something to do with the events, but sometimes the coding does break. That is a no sanity challenge. If you're keeping it Pro, let me know. Otherwise, feel free to respin. I don't know what's going on with my throat. It's getting a little caught up, so I'm going to try to clear it. One moment. I think I fixed it. Alright, so we do have a backwards headset mode, and I will do that. We're going to go ahead and place it up on the screen, so give me 2 seconds. Alright, so 1 little second here to just go ahead and remove all of these. We're going to do backwards headset. So this was one of the challenges that I tend to forget about. Most of the time you end up with having a extra free challenge because of that, but hopefully someone will remind me and I'll actually switch it back. Alright, so we're going to go ahead and start this game. I'm going to take these hats off temporarily. We're going to switch the headset gear, and then we're going to put them back for the next 5 minutes. Okay, so this is going to go over here. Are we still on Nightmare? 2 hats. Yes, we are. I'm going to say that in game in a moment, but yes. Alright, so hats back. This needs to stick on there. Hopefully I can get it. There we are. Beautiful. Much better. Alright, so I'm going to just push this back a little bit. It's a little hard to sit with giant hats in your head unless you have these things moved. Alright, so yes, we are in Nightmare. Starly in the chat, if you haven't already captured this bird Pokemon, exclamation point, Pokecatch, and or Pokestar, good luck to you. Alright, so motion sensor, capture a photo of the ghost, and escape the ghost during a hunt. So a lot of ghost related stuff. The ghost photo thing is the most worrisome in my opinion, just because half the time, let's be honest, these ghosts don't want
to have photos taken of them. Alright, so I'm going to go ahead and get this. We're going to grab a lighter, one of these guys, and you know what? I should have a smudge. I do. Alright, Beast, good to see you, Devs. I hope you're having a wonderful day. Welcome on in. Good to have you with us. Alright, we're going to go ahead and pull this up here so I can see you guys properly. Once again, to everyone watching, vibing, and hanging, you guys are amazing. Hopefully everyone's having a good day or night, but for any reason, if you're not, I hope we can make it better. Alright, so I'm going to grab 3 more things from the truck. We have the ability to get evidence, so we might as well get that early track and stuff in here. Odette. Hi, Odette. She is looking at me. She clearly wants something. I'm going to assume that she probably wants treats. Alright, so... Oh, she heard me say that. She says yes. She says yes. Well, Odette, I do technically have a treat around. I may consider, but it'll need to wait because I need to actually open that in a specific way. I'm going to need a knife. I'm going to not be able to open that with my hands, unfortunately. I broke that one. You say we have a board? I think that's what I... Oh, she did. Oh, she did. I was gonna say, I think I heard a cat. I am doing alright, thank you, Debs. How are you doing today? I hope you're doing great. Hello, Doot. Doot of the chair. I don't know if you guys can see her. You probably see her paws, probably at this point. You can see her paws from the back. Alright, I'm gonna go ahead and just yeet a couple more things into the building. We're gonna yeet this, all 3 of the items that are currently in my inventory, and then we'll be ready to grab our trackers. Alright, so you're going in here, you're going in there, you're going in there. Power's in the garage, heard, thank you. Alright, so we know where our power is. We know what we're dealing with cursed object ways. We don't yet know where the bone is, so that's going to be the next high priority. Alright, I'm going to go ahead and grab you. The locker's open, did you say? Timmy at the Bloody Mary. Alright, so the name of the ghost? Raymond Todd. That gives us 2 information pieces. Not a Banshee, not a Dayan. Alright, so I'm going to go ahead and get in there. Let's try talking to it. I'm glad to hear that you're doing well, Devs. That's really good to hear. Alright, so we're going to go ahead and give it 2 more seconds. Odette, don't drink. No, drink. You can't drink string lights. Don't eat the string lights is what I meant to say. She likes to do that when she's not getting her way. There was something that you... Oh, right. I was... Raymond's. Right, Raymond. I was like, there's something I'm supposed to do in this house right now. Raymond Todd. Alright. Raymond Todd. Raymond Todd. Raymond Todd. Raymond Todd. Raymond Todd. Please don't kill me, okay? Don't think about it. Don't do it. Please be nice. You said there was a hiding spot where, sorry? Left side of the basement. You know what? On another note, we have ghost orbs. Man, there's been so many ghost orbs recently. Has anyone else noticed that? Upstairs hallway. I don't know if anyone else has been experiencing this, but I have had more ghost orbs in the rabbit events, the Easter events, than any other type of ghost evidence you can find. Hi, Odette. Wow. Goodbye, Odette. Alright, she's really hyper today. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Do you want to hurt me? Do you want to hurt us? How old are you? How old are you? Do you like potato chips? Do you want to speak at all, Ghost? Are you capable of speaking? Are you willing to talk? Do you want to talk? Okay, it's trying. It can't. Alright, that is a timer down. I think for the first round, we're going to go ahead and remove that. Mihi, feel free to correct me if that's already over. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Do you want to hurt me? Do you want to hurt us? How old are you? What do you want? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Do you want to say anything at all? Ghost, are you here? I'm going to go ask the board how old it is, and then I'm going to go Good get idea. a pill. Good idea. That's like the 10th in the last 4 days. I know, right? It's crazy. I don't think I've ever had a ghost that has given me... Well, rather, not the orbs. I just mean to say, I don't think I've ever had so many ghosts that are orb types specifically spawning in my games this frequently. It's very, very interesting. I don't know if that's for the events specifically, if that's just maybe a higher likelihood, maybe a higher percentage. You said the ghost says it's 23? Noted. The first round, yes, or you were in kitchen. No, you're all good. You're all good. What? Wait, what were you saying about the ghost there, Hitman?